on se retrouve devant encore plus la confusion. La confusion de tout à l'heure, puis la confusion qui normalement peut être un peu moins présente. Une confusion qui n'est pas toujours malvenue, pourquoi pas. La confusion, ça traduit la difficulté à trouver une réponse convenable, une réponse satisfaisante à un ensemble de données qui ne cessent de changer, de varier, des données qui échappent à notre contrôle. Nous avons notre domaine sur lequel nous pensons pouvoir exercer une forme de maîtrise, mais il y a le reste, et le reste c'est quand même quelque chose. Alors le reste, c'est l'immensité du monde et le nombre de gens et le nombre de possibilités d'événements en comment dire, un événement donnant naissance à créant une forme de complication. Euh, comme la réalité ne cesse de se complexifier, si l'on peut dire, il ne cesse de devenir euh, plus opaque, moins maîtrisable. Il y a tant de choses à prendre en compte. Nous pouvons un peu envier les gens d'avant qui n'avaient pas tant de soucis que ça, qui pouvaient, pour eux, le monde était clair. Aujourd'hui, nous avons un peu basculé du côté de la complexité. Nous l'avons nourri et porté en nous cette complexité. Aujourd'hui, elle prend un petit peu, elle nous envahit, elle nous vampirise, elle nous tue à petit feu parce que nous n'avons plus cette capacité à faire la différence entre ce qui est fondamental et ce qui est juste de l'ordre de l'exercice d'une forme de libéralité intellectuelle, une sorte de luxe ou luxe et ou quelque chose de pas du tout nécessaire, mais qui, sur un certain plan, trouve sa justification. Voilà donc une chose. Alors, malheureusement, quand on veut réduire les choses à quelque chose de très simple, c'est-à-dire comme dans une bâtisse, ne laisser que les murs porteurs et oublier, enfin laisser, pour laisser passer l'air, je ne sais pas, abattre tous les murs qui ne sont pas nécessaires à la pérennité de l'édifice. On peut se retrouver avec quelque chose qui enfin, à la fin, ne nous satisfait pas. Nous aimons nous enfermer entre quatre murs, nous aimons segmenter les espaces, créer toutes sortes comment dire, de mondes ou d'univers voilà, nous aimons un peu diviser les choses, les rendre plus étroites, les rendre moins, les séparer les unes des autres. Donc, si on essaie de ramener les choses à quelque chose de très clair, et évidemment, ce sont là des préoccupations, j'allais dire, de malitude, issues d'un univers patriarcal dans lequel les mâles rivalisent dans les tactiques et les stratégies, les plans et les projets pour essayer de dominer, de dominer quelque chose. Alors, dominer leurs semblables, imposer leur volonté aux semblables, peu importe, mais en tout cas, ce projet de domination, il est peut-être voué à l'échec en fin de compte. Dominer quand on a du mal à, je ne peux pas dire à se dominer, puisque finalement,
euh, nous, il y a toutes sortes de choses qui interfèrent. Alors quand, par exemple, j'ai un excès de confiance, il suffit, parce qu'on a en nous les ferments, les ferments pour toute chose. Alors les ferments pour avoir un ego surdémesuré, mais aussi les ferments pour faire un peu dégonfler cet ego démesuré. Alors quelle est comment en fait, comment inactiver, rendre non affectant ces ferments, ces choses qui vont, euh, qui nous font nous déplacer d'un sentiment à un autre, d'une 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 dimension à une autre. Nous sommes euh, quelquefois bien en équilibre, bien en confiance. Il suffit de pas grand-chose pour que l'on quitte ce confort intime pour se plonger dans une sorte de regard très critique, de regard très diminuant sur soi. Il y a des choses, alors nous sommes toujours un peu étonnés de notre incapacité à intervenir dans l'instant. Nous laissons installer des choses qui, au bout d'un certain temps, vont agir. Simplement quelqu'un qui dit une chose qui vous diminue et vous ne trouvez pas sur le coup, soit vous êtes totalement, comment dire, figé ou rendu, comment, vous ne savez pas comment réagir. C'est ce savoir relatif à l'immédiateté et à la, j'allais dire, à la spécificité de la réaction. Il y a des réactions, comment faire quand quelqu'un qui ne vous attaque pas sur le plan physique, mais vous attaque sur un plan autre. Là, c'est pas un mâle face à un mâle, c'est un mâle face à une femelle. La femelle vous met en difficulté. Sans que vous ayez été préparé, la femelle se met à vous menacer physiquement. Et comment imaginer la chose? Vous êtes un mâle, une femelle vous menace physiquement. Comment faire pour réagir? Vous n'avez pas été préparé à cela. Ou alors, quel type de situation, vous n'avez pas la situation, vous manquez de socialisation, vous manquez de ceci et de cela. Alors, est-ce que les gens qui ont des socialités, j'allais dire, diminuées, est-ce qu'il faut qu'ils prennent, comment dire, leur retraite? Est-ce qu'il faut qu'ils déclarent quelque part qu'ils sont des êtres incapables de nature, par acquis, ou par manque d'acquis, d'interagir de façon qui leur soit favorable. Euh, il y a des moments où peut-être vous-même vous provoquez ce type de situation, mais vous en rendez pas tant compte. La violence n'est pas que d'un côté, elle est aussi bilatérale. Nous pouvons aussi mettre les autres dans l'embarras et de manière à constituer un point de fixation permanent, un point de d'évaluation permanent. Donc, on ne peut pas échapper à cette question-là, cette possibilité, cette hypothèse. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines choses deviennent un peu plus, devient un peu atténuées? Alors, c'est le fait d'être plongé dans l'action, dans l'interaction. Or, on voit par là que les gens qui sont maintenus dans l'isolement et dans une forme d'ostracisme ne peuvent pas
finalement sont réduits à revenir, à rebâcher évidemment leur passé. Ils sont totalement, ils ne font que cela, tourner en rond entre les quatre murs de ce passé et ne plus pouvoir mettre le pied ailleurs, mettre le pied dehors. Ils sont condamnés à une forme à une forme de tourner en rond. Tandis que quand vous avez les autres, à ce moment-là, vous espérez, parce que ce n'est pas garanti, mais vous espérez que vous allez pouvoir un peu euh, mettre mettre en action, mettre en application ce que vous avez appris. Euh, Quand vous voyez ce que vous pouvez finalement obtenir des gens, que vous pouvez les amener sur des terrains très, très facilement, vous pouvez amener les gens à, à avancer. À avancer alors qu'en fait rien ne laissait présupposer cela. Donc vous avez la capacité de faire un peu, de faire en sorte que les gens s'expriment. Et donc après, c'est toujours souvent le problème de l'expression, c'est limité par le jeu. Si vous poussez quelqu'un sur le terrain du jeu de l'expression personnelle, bien entendu, y a des gens qui n'attendent que cela. Alors euh, obtenir une expression personnelle tout en se garantissant aussi l'expression de soi dans une forme d'équivalence, une forme d'égalité. Je m'exprime, l'autre s'exprime, et chacun de nous, finalement, espère ou pense pouvoir trouver son compte dans cette interaction. Il y a ce pays maudit, maudit par qui, je ne sais rien, mais c'est une formule, pays maudit, qui vous coupe de toute interaction. Il n'existe pas un pays pareil, ou il n'existe pas un univers, il n'existe pas un continent, il n'existe pas pareil, ou finalement, ce que vous avez comme perspective, c'est sans arrêt ce mur. Alors, il y a cette expression, ce terme de plafond de verre. C'est même pas, il y a le plafond de verre dans un contexte un peu particulier. Là, il s'agit d'une limite, une limite que l'on ne peut plus franchir. L'acquisition d'une proximité devient une sorte d'idéal, une sorte d'espérance, une sorte comment dire, vous pouvez espérer le salut dans le delà, ça pourrait vous sembler beaucoup plus euh, plausible que de pouvoir atteindre à une proximité avec une personne au vu de certains déterminants. Les gens vous ont exclu. Peut-être que Dieu ne vous a pas exclu de sa miséricorde, mais par contre, les humains vous ont exclu de leur vie. Et quoi que vous fassiez, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas de retour. Ça ne redémarre pas. Votre isolement ne se rompt pas. Donc finalement, voilà une des choses que l'on peut apprendre, que fondamentalement, à force de parler de qualité et de dire j'ai la quantité, j'ai pas la qualité, donc il y a des discours, il faut savoir un peu les modérer parce qu'ils sont quelque part vous avez un horizon social et finalement peut-être c'est le seul que vous avez ou un des rares que vous avez. Donc vous devez vous en contenter. Si quelqu'un vient vers vous, vous devez le prendre parce que vous n'aurez pas d'autres occasions. Voilà, c'est comme un peu cet horizon économique. Vous n'avez pas la possibilité d'acheter comme tout le monde. Donc, vous vivez comme tout le monde, mais il y a une séparation. Il y a une sorte d'apartheid, un apartheid socio-économique qui vous isole des gens. Vous, vous avez droit aux promotions, vous avez droit au rabais, vous avez droit peut-être au reste.
pouvez avoir droit à la charité publique aussi. Donc c'est la seule chose à laquelle, c'est les seules choses auxquelles vous avez droit. Vous pouvez pas, évidemment, on pouvait toujours faire ça, rentrer quelque part dans une épicerie fine et acheter un article ou deux ou trois. Vous pouvez acheter même 10 articles, mais ce sera votre budget du trimestre. Donc, vous pouvez adonner à ce type j'allais dire, de tâches absurdes, suicidaires. Vous allez, oui, j'ai acheté du jambon qui vaut jambon vieilli de je ne sais pas combien de temps, qui vient de espagnol, basque, peu importe, italien. Eh ben, ça vaut peut-être 30 euros le kilo ou 40 euros le kilo. Voilà, au lieu d'acheter un jambon à 10 euros le kilo, j'ai acheté ceci, cela. D'accord, mais voilà. Donc, c'est ça le problème. Et donc, alors, la chose à déterminer, c'est que, à savoir et à tenir compte, c'est que les choses, au lieu de s'améliorer, elles ont un fort potentiel de dégradation. La matière se dégrade, tout ce que l'on dit, après, il faut essayer de voir l'entropie et tout ça. Il n'y a aucune théorie qui puisse expliquer quelque part la totalité des phénomènes, la totalité des interactions. Quand nous parlons d'entropie, si par exemple le calcaire se dissout, mais le calcaire finalement utilisé par des corps, ce calcaire lui-même donc devient se dissout et utilisé et après il redevient solide et c'est un cycle. Alors l'entropie, elle oublie un peu la théorie des cycles. Ce sont beaucoup de choses fonctionnent en, en termes, selon des cycles. Donc l'entropie, c'est compliqué à dire. C'est peut-être une hypothèse séduisante de dire que à force, je ne sais pas, comme on pourrait dire, le désir de l'espèce et même l'espèce, une espèce. On peut même imaginer que toutes les espèces perdent le goût de la vie et que finalement se laissent mourir. Mais en potentiel, la Terre ou autre chose peut donner naissance à d'autres espèces. Et puis même, il peut y avoir une vie ou quelque chose sans les espèces que nous disons, que nous nommons vivantes, qu'elles soient végétales ou qu'elles soient organiques, peu importe, organique, je ne sais pas comment on dit, qu'il soit végétal ou animal, puisque le végétal est organique aussi. Même, donc, on peut se satisfaire de quelque chose de minéral. Le minéral qui, en fonction de certaines conditions physico-chimiques, va changer d'état et pour de nouveau, en fonction, va revenir à l'état antérieur ou va passer à un autre état. Donc, les choses qui sont soit sous forme gazeuse, sous forme liquide, et puis sous forme solide, toutes ces choses-là, il est possible que cela tourne éternellement. Alors qu'est-ce que fait le vivant là-dedans qui ingère des choses je ne sais pas si quand on ingère des éléments minéraux, si finalement on leur ajoute quelque chose, on leur ôte quelque chose, qu'est-ce que fait le passage le passage des minéraux dans notre corps, qu'est-ce que ça fait aux minéraux? En dehors du fait que ce que ça fait à nous, ça nous fait à nous, mais qu'est-ce que ça fait aux minéraux eux-mêmes? On ne peut pas dire que le minéral qui rentre dans notre organisme va sortir le même, puisqu'il a interagi quelque part, au moins électriquement, il y a quelque chose qui a été changé. Soit une chose qui a été rajoutée, soit une chose qui a été retranchée. Donc finalement, l'évolution des choses, sociales en tout cas, et même existentielles, temporelles, font que l'éventail des possibilités va se réduire. Parce que l'on sera moins mobile, parce que l'on sera moins
moins demandeur parce que l'on sera moins enthousiaste, moins motivé pour aller créer des interactions. Donc, créer des interactions un peu comme une sorte de capital interaction. Et là, dans certaines situations, cela se fait de façon très claire, très évidente. Dans les grandes écoles, chez les élites, cela est totalement acquis, compris, mis à l'œuvre. Il n'y a pas les élites entre elles et dans une forme d'endogamie sociale, etc. Pas de problème. Mais c'est les autres qui restent à l'extérieur et qui finalement voient ça, peut-être quelquefois en prennent conscience, et puis elles sont un petit peu quelque part, elles se sentent pas tout à fait, elles se sentent mal. Voilà, une forme d'embarras ou une forme de malaise ou une forme de, voilà, le mal-être qui nous suit un peu partout. Et ce mal-être, alors comment réduire le potentiel mal-être pour quelque chose de plus bien-être. Il est évident que si l'on cherche parce que c'est une sorte de chose qui fonctionne un peu dans une sorte de circularité. Un peu le bien-être, ne le ressentant. Je ne sais pas si j'ai pas l'impression que ça soit quand vous faites comment on appelle ça, un épouillement. Quand vous avez jamais l'épouillement, c'est un exercice à part, un exercice à part que les gens ne connaissent plus. Évidemment, les nouveaux et même certains anciens ne connaissent pas le plaisir de l'épouillement. L'épouillement est une chose peut-être que l'on a au fond de nous-mêmes, atavique. On n'a pas besoin de s'appuyer sur autre chose pour un peu moins confortable, pour apprécier ce moment confortable. C'est ce moment de laisser aller, voilà, de jouissance innée. Voilà une chose qui n'est pas apprise. Comment l'on peut se laisser triturer le corps, les cheveux, le cuir chevelu, les choses comme ça, par un autre pour un épouillement ou autre chose. En tout cas, mais surtout pour l'épouillement, j'insiste parce que ça me fait une passerelle entre le monde dit animal et le monde dit humain. C'est évident qu'il y a quelque chose qui est particulier. Donc, alors la chance, chacun est finalement, est-ce qu'il y a une référence universelle? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, on pourrait dire, on a besoin de tant d'interactions dans sa vie, alors avec une hiérarchisation, les interactions privilégiées, les interactions très, très intimes, très proches, et puis les interactions un peu secondaires, dont ça va par cercle. Est-ce qu'il y est possible de parler comme ça, de dire oui, j'ai besoin de temps? Donc on va dire, puisque là aussi, par exemple, la possibilité, la capacité mémorielle pour se souvenir des noms, des visages, etc., là aussi, elle est limitée. Donc nos limites et nos besoins normaux, c'est 100 personnes. Tout au long de la vie, c'est 100 personnes, c'est 200 personnes, c'est 150, c'est 125, peu importe, mais c'est un nombre qui devra être plus ou moins stable. Alors, il y a des gens qui naissent dans des contextes où finalement, au lieu d'avoir, comme les gens qui naissent dans un milieu familial où ils ont qu'un frère ou une sœur, alors quand on est une famille nombreuse et qu'en fait finalement on approche on approche d'un chiffre assez respectable. Là, les interactions, on les a, on a un certain nombre d'interactions de façon j'allais dire, offerte. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. On interagit avec ses frères et sœurs de façon tout à fait, c'est l'ordinaire. Et après, il est possible qu'on ait aussi dans nos proximités, dans notre proximité, beaucoup de gens.
beaucoup de parents une parentèle très importante. Alors qu'en fait, dans d'autres régions du monde, la parentèle, elle s'est réduite de façon assez dramatique, si je puis dire. De mon point de vue, c'est quelque chose de dramatique. Moi, je m'appuie sur un référentiel qui est très important. Je me rends compte maintenant qu'il était assez énorme, énorme. Et sur le moment, je n'avais pas conscience que c'était particulier, que je jouissais d'un privilège. Voilà, donc, et c'est ça. Alors comment cette histoire, comment nous varions nos estimations, nos rapports aux choses avec le temps. Il y a des choses que l'on va se mettre à regretter jusqu'à la fin, il y a des choses que l'on mettra de côté sans grand regret. Et donc, on ne sait pas ce que l'on va vraiment regretter. Bah, de toutes les façons, les premiers temps, c'est là les choses que l'on regrette le plus. Et comme une forme de, comment dire, de logique un peu particulière. Et plus on avance dans l'âge, plus on se retrouve relié à ses débuts, à son enfance. Alors le milieu, la vie d'adulte, sociale, etc., elle a tendance plutôt à, à, se, à, à ne plus faire tellement, à ne plus compter tellement. Donc c'est dans l'enfance parce que c'est là où je peux prendre contact avec moi-même dans ma virginité ou dans mes virginités et puis dans mes rapports à des gens vivants, solides, à des gens pas du tout atteints par quoi que ce soit. Voilà, les belles interactions, les intenses interactions, et puis moi, apprenant peu à peu le monde, avançant, je suis en train d'avancer. Alors, le lien se fait avec le moment où j'ai cessé d'avancer. Et je ne peux être que... Voilà, j'ai quelque chose qui est à moi et c'est mon enfance, et cette enfance, c'est la chose qui m'appartient en propre. L'âge adulte, c'est beaucoup plus... je l'ai partagé avec beaucoup de gens, mais voilà, donc je jouissais, je bénéficiais de l'amour sans mesure. J'avais l'amour maternel alors qu'à l'âge adulte, j'avais un amour conditionné à un certain nombre de choses. Voilà. Donc, l'amour inconditionnel, ça, c'est important. Et j'ai bénéficié d'énormément, comment dire, j'étais le bienvenu. Et on me souhaitait bonne chance, et j'étais encore dans les phases d'accueil et dans les phases de âge adulte. Il y a beaucoup de, j'ai appris que les gens, voilà, il fallait composer avec des gens. La plupart nous vous aimons pas, donc il faut essayer, ou cherchons à vous nuire, donc il faut essayer. Il n'y a plus il y a plus cet élan. Cet élan a été brisé par l'âge adulte, l'élan d'aller vers les autres, de désirer les autres. Et maintenant, on est à la fin, on est avec soi-même. Et, et les autres se sont tus, mais par contre, les voix de l'enfance, elles sont de plus en plus, elles sont audibles, et voilà. Donc, simplement, comment évoluer, comment avancer dans cette chose qui, obligatoirement, n'offre aucune prise. Avancer dans un monde inconnu, avancer aucun, sans disposer d'aucun repère, aucune référence, aucun précédent, on peut s'appuyer sur rien. Les conseils, les consignes, ça ne fonctionne pas.
pouvez avoir accumulé tous les conseils et toutes les précautions du monde et vous êtes dans une situation où vous devez réagir très rapidement, vous n'avez pas le temps de faire appel à vos leçons apprises, enfin, je sais pas, de façon abstraite. Là, c'est dans la pratique, soit vous êtes quelqu'un qui impose le respect, soit vous êtes quelqu'un qu'on arrive finalement à dominer sans trop de problèmes. Et voilà, ce jeu social de dominer, dominant, de fort et de faible, ou de relativement fort, relativement faible, de quelqu'un qui ne se laisse pas faire, puis quelqu'un qui se résigne, qui accepte de baisser la tête, de s'en aller en discrétion. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours la même chose. Comment prendre ses dispositions à l'avance par rapport à des choses que l'on n'a pas encore vécues. Et c'est vrai, on peut avoir en face de soi quelqu'un d'assez âgé, avoir eu quelqu'un d'assez âgé, ça nous prépare à rien. On sait que, évidemment, il y a un certain nombre de choses, mais comment vivre ça de l'intérieur, ça, il n'y a pas moyen de le savoir. Donc on doit y arriver peu à peu, on doit apprendre, et on apprend dans la peine et dans la souffrance et dans la douleur. Voilà, je suis trop fatigué pour continuer, donc je m'arrête là.